Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'aborder la politique de produits ou comment satisfaire les besoins. Pour ce faire, à l'agenda, nous parlerons des produits et des besoins, des caractéristiques du produit, des classifications de produits, du cycle de vie du produit et enfin du processus d'adoption. Qu'est-ce qu'un produit? Qu'est-ce qu'un besoin? Si l'on regarde le tableau qui vous est présenté, on verra tout de suite qu'à côté d'un produit, on aura un besoin. Et en fait, on ne vend pas des montres, on vend la maîtrise du temps. On ne vend pas du streaming, on vend de la musique. On ne vend pas des voyages, on vend des vacances, de l'exotisme. On ne vend pas des assurances, on vend de la sécurité. On ne vend pas des voitures, on vend de l'évasion, de la mobilité. On peut définir un produit comme un ensemble de matières, de services, de données symboliques, permettant d'apporter des satisfactions et des avantages à l'acheteur ou à l'utilisateur, ou encore comme toute entité pouvant donner une réponse à un besoin, générer une satisfaction, fournir une solution à la recherche de bien-être ou du mieux-être du consommateur. On pourrait donc définir un produit, dans un sens très large, comme étant tout ce qui peut être offert sur le marché de façon à être acquis, consommé et ainsi satisfaire un besoin. Cela représente donc bien sûr des objets physiques, une voiture, un livre, mais également des services, les transports, les soins médicaux, les loisirs, des personnes, des personnalités politiques, des artistes, des lieux, une région touristique, un quartier, des organisations, la Croix-Rouge, un club de football, ou encore des idées, la sécurité routière, la défense de la nature. La notion de produit est donc beaucoup plus large que les seuls objets physiques. L'élément clé du produit est le service qu'il rend. Un bien physique n'est qu'un moyen de donner une apparence physique à un service. On n'achète pas un tube de rouge à lèvres pour le contenu du tube, mais on achète sa beauté qu'il procure. De ce fait, le choix de l'acheteur ou du consommateur porte moins sur le bien lui-même que sur la solution qu'il est susceptible de fournir. Des biens ou des produits différents peuvent répondre à un même besoin ou à des problèmes donnés. Il existe des produits de substitution. Un même produit peut satisfaire des besoins différents et trouver des applications et des usages différents. Tout produit, tout service est un panier d'attributs de caractéristiques qui, dans leur ensemble, répondent à une utilité fonctionnelle. L'entreprise productrice ou distributrice ne vend pas seulement des produits, elle vend aussi et surtout des symboles et des fonctions répondant à des besoins exprimés par les utilisateurs consommateurs. C'est la raison pour laquelle on peut se poser des questions sur un produit. S'agit-il d'un produit ou d'un service? Afin de distinguer les produits et services, 4 critères peuvent être utilisés. Est-ce tangible? Est-ce stockable? Est-ce standard? Le consommateur participe-t-il à sa formulation et à la distribution? Alors, si pendant longtemps le concept de produit à l'avantage était présenté comme lié à des biens physiques, il s'est élargi avec la croissance phénoménale qu'a connue le secteur tertiaire depuis la Seconde Guerre mondiale. L'offre de biens est devenue aujourd'hui presque indissociable de l'offre de services. On peut même constater une certaine dévalorisation du produit physique au bénéfice du service qui l'accompagne et vers lequel se déplace la concurrence. À titre d'exemple, certains opérateurs de téléphonie mobile fournissent à bas prix un smartphone à condition de prendre un abonnement de plusieurs mois chez eux. Les services rendus en association avec un produit, une formation, documentation, service après-vente garantie, constituent un élément majeur pour la compétitivité des entreprises. Les produits vendus sont ainsi soutenus, rendus plus attractifs. Étant donné la définition du concept que nous venons de vous donner, même si on parle de produit, il faut avoir à l'esprit le concept de produit et ou service étant identique. Regardons à présent les composantes du produit. La façon dont un produit est perçu par le consommateur ou un vendeur peut être différente. L'idée au départ, c'est qu'un produit recouvre en fait une multitude d'éléments. On peut ainsi distinguer des classifications de composantes différentes du produit.
Partons du produit utilitaire au produit imaginaire. Première composante la plus évidente, c'est la composante utilitaire. Cette composante, première de par son importance et son caractère fondamental du point de vue économique, regroupe tout ce que l'objet permet de réaliser sans l'intervention de la société ou de l'imaginaire du consommateur. Dans le cas d'une voiture, la composante utilitaire est évidente. Elle est de permettre de se déplacer accompagné de personnes ou de marchandises. Mais, et c'est important, à côté de cette composante utilitaire, on va retrouver la composante communicationnelle. Selon les différents rôles joués dans la famille, au travail, dans la foule, chacun est plus ou moins classé en fonction de produits et de services qu'il utilise. Ainsi, les produits constituent-ils un système de signes particulièrement important. La signification sociale de la composante de communication peut se résumer en facteurs d'intégration et de différenciation. Dans le cas d'un véhicule automobile, l'ouvrier va par exemple rechercher une voiture, une berline allemande, qui lui permettra de s'identifier au cadre, ou le cadre va rechercher une voiture de prestige, symbole du groupe social des dirigeants de l'entreprise. Cependant, tout en voulant se sentir intégré à un groupe, l'individu souhaite aussi avoir une identité propre. Et les facteurs de différenciation vont pousser l'individu à rechercher des produits personnalisés. Par exemple, dans le domaine des voitures, des séries et des modèles spéciaux sont une réponse de la part des constructeurs à ce besoin de différenciation. Les produits à marque très connus et réputés permettent à l'individu qui les porte ou les utilise de se créer une personnalité à l'image du produit. Les sacs Delvaux, les Porsche, les Cartier, Hermès sont des marques qui évoquent l'idée de luxe et de standing élevé. Enfin, nous trouverons la composante imaginaire. Cette composante, c'est peut-être la plus porteuse d'explications nouvelles de la consommation établie entre l'être humain et son environnement. Des relations qui ne respectent généralement ni la logique ni l'ordre du conscient. Elle fait appel à la psychologie des individus et exploite une sorte de fétichisme des objets qui deviennent les signifiants des propriétés absolues et le support de leur imaginaire. L'achat d'une voiture, par exemple, ne peut s'expliquer parfois que par la composante imaginaire. La voiture apparaît pour certains comme la voie royale du rêve, de la liberté, du pouvoir ou le symbole de la grâce indomptable. La couleur, les formes et l'utilisation des produits sont des éléments qui jouent dans la composante imaginaire. À côté de ça, on considère que le produit comporte généralement trois composantes. Le produit générique, le noyau central de produit qui présente l'avantage essentiel et la valeur fonctionnelle recherchée. Le produit physique qui se matérialise et tangible répond aux attentes du consommateur en termes de forme, délai, image, confort. Et puis le produit global qui constitue le produit augmenté ou élargi. C'est l'ensemble, produits et services complémentaires, services après-vente, vente, aide, conseil, garantie. On classe généralement le produit selon 4 grandes classifications. On va retrouver ainsi la nature du produit, la durée de vie, les habitudes d'achat ou en fonction du marché. Selon la nature du produit, nous allons retrouver les produits libres surabondants comme l'eau par rapport aux biens économiques à valeur non négligeable de leur rareté. L'eau ne coûte pas cher, mais dans le désert, elle vaut énormément d'argent. Les produits divisibles qui sont divisés et qui ne perdent pas leur utilité, les fruits et les légumes, par rapport aux biens indivisibles comme les vêtements. Les biens complémentaires présentés simultanément, une paire de chaussures, les biens substituables qui servent à satisfaire un besoin identique ou les services, prestations, activités comme les spectacles ou les assurances. On peut aussi classer les produits selon la durée de vie. Les biens durables à utilisation prolongée, meubles, automobiles, électroménagers, les biens consommables et consommés à plusieurs reprises, comme les produits d'entretien ou de nettoyage, les biens passagers à utilisation unique, des piles uniques, le produit alimentaire, les produits périssables à consommer dans un temps limité après leur production, comme les produits frais, les fruits et légumes. On peut aussi classer selon les habitudes d'achat. Les produits d'achat courant de commodité, ce qu'on appelle les fast moving goods, comme les boissons, les carburants, les produits d'achat réfléchi ou de comparaison, comme les marchandises commerciales, les meubles, les produits de spécialité ou de conviction, comme les marchandises spécifiques,
livres, parfums, voitures, les produits non recherchés, inconnus ou non identifiés, ou pourquoi pas les marbres funéraires. Enfin, on peut les classer en fonction du marché. Les produits de consommation destinés à être utilisés directement par le consommateur final, en business to consumer, les petits pois, les poudres à lessiver, ou les produits industriels B2B destinés à être vendus dans le but de produire d'autres biens ou de procurer des services. Les matières premières qui composent le produit fini, les produits agricoles, les ressources naturelles, les produits manufacturés plus ou moins élaborés. Les biens d'équipement qui n'entrent qu'en partie dans la fabrication des produits finis, bâtiments, machines, matériel léger, outillage, ou les fournitures et les services indispensables au processus de fabrication, les fournitures, l'entretien, les services. Le marketing, lui, s'intéresse à la classification des produits en fonction du caractère standard ou spécifique du produit, du caractère tangible ou intangible. Ainsi, on va retrouver le marketing des produits pour les matières premières et les produits physiques, et du marketing des services pour les services marchands ou les services non marchands, comme le métamarketing, l'éco-social. Pour ce qui est spécifique, on trouvera du marketing spécifique. S'il s'agit de biens intangibles, on va parler de marketing des projets, pour les grands projets, pour des opérations complexes, du marketing d'affaires, ou pour ce qui est tangible, on parlera du marketing des œuvres, pour l'art, pour l'artisanat, pour la sous-traitance. On peut tout aussi bien classer aussi les biens selon le contexte. Et là, de nouveau, nous aurons ce qui est tangible et intangible, standard et spécifique. Le marketing traditionnel va s'adresser aux biens standards qui sont intangibles ou tangibles. Par exemple, on aura le marketing de la mode. Et puis, il va apparaître pour tout ce qui est spécifique, le marketing high-tech ou le marketing accéléré ou le néo-marketing qui va aussi traiter de la sous-traitance. Mais il n'est pas possible de parler de marketing et de produits sans aborder la classification du cycle de vie d'un produit. Alors, ce cycle de vie est un concept important qui permet d'identifier les différentes phases de l'histoire commerciale d'un produit. La vie d'un produit s'apparente à celle de l'être humain et peut se représenter graphiquement sous la forme d'une courbe sur laquelle on identifie en général 4 grandes phases. La phase de lancement, la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin en fonction des ventes et des produits, en fonction du temps et en fonction des profits. La durée totale du cycle de vie peut varier en fonction du type de produit, des problèmes de mise au point, de l'intégration des réseaux de distribution, de l'acceptation par les consommateurs et de la concurrence. Le concept peut s'appliquer à une classe de produits, à un type de produit, et les classes de produits ont généralement une durée de vie plus longue que les types de produits, eux-mêmes plus durables que la plupart des marques. En marketing, le concept de cycle de vie sert surtout de cadre d'analyse à l'élaboration de stratégies adaptées aux différentes phases du cycle de vie. Je vous propose de les parcourir dès à présent. Première phase, la phase de lancement. On le voit, on est tout au début ici d'un lancement de produit. La phase de lancement de nouveaux produits est un moment crucial. Il s'agit pour l'entreprise de mettre sur le marché au moment adéquat le produit qui répond aux exigences du consommateur. Cette première phase est caractérisée par un lent démarrage des ventes, justifié par le fait que le produit est nouveau et donc encore peu connu du consommateur. Des produits aussi répandus aujourd'hui que le café soluble, la soupe en boîte, le lait en poudre ou la purée en flocons ont stagné pendant de nombreuses années avant de connaître une croissance rapide, car les acheteurs eux-mêmes sont lents à modifier leurs habitudes d'achat. Et seuls les pionniers, c'est-à-dire les testeurs, les gens qui sont prêts à tester de nouveaux produits, seront prêts à essayer de nouveaux produits, ce qui ne représente qu'une part de marché de l'ordre de 3%. Aujourd'hui, seules les entreprises dynamiques capables de lancer de nouveaux produits sont susceptibles de traverser, mieux que d'autres, les périodes d'incertitude. La diminution du pouvoir d'achat des ménages n'empêche pas, bien au contraire, le succès de lancement de nouveaux produits s'ils sont bien adaptés à des segments déterminés de la population.
Après cette phase de lancement de nouveaux produits, nous allons être confrontés au problème suivant. Nous avons ici un graphique qui représente l'évolution mois par mois d'un lancement de produit. Nous avons en plan horizontal les mois et en vertical, en ordonnée, l'évolution du pourcentage de ménages qui consomment le produit. On lance le produit par une publicité qu'on appelle publicité de recrutement. On voit tout de suite que ces publicités font monter l'essai du produit, c'est la fameuse courbe bleue, jusqu'à une certaine saturation, c'est la publicité qui est arrêtée, ce qu'on appelle l'arrêt du recrutement. De ce fait-là, le taux d'essai ne dépasse pas les 20%. Parallèlement au taux d'essai, des consommateurs achètent le produit. La différence, l'essai est un essai sans payer, l'achat est un essai payant. Alors, cet achat se réalise et on voit que la courbe d'achat est relativement proche de celle de l'essai. Le rachat qui se réalise quelques moments plus tard est aussi fort encourageant puisqu'on voit qu'il est encore très proche de la courbe d'achat. La progression achat-réachat est très positive. De ce graphique, on pourra déduire que d'une part, le recrutement a été arrêté sans doute très rapidement et qu'il sera nécessaire d'une relance, soit par une promotion sur le produit, soit une baisse de prix, soit par une publicité ciblée. Par contre, l'achat et le réachat sont encourageants, le produit plaît et séduit le consommateur. Après la phase de lancement, nous sommes confrontés à la phase de croissance. Alors, le nouveau produit pénètre le marché, les premiers acheteurs continuent à l'acheter, tandis que de nouveaux consommateurs apparaissent en grand nombre. Si le marché confirme l'intérêt pour le produit, les ventes et les profits de celui-ci vont augmenter. Au cours de cette phase, et on voit que le point d'inflexion de la courbe a changé, de nombreux concurrents vont aussi entrer sur le marché, attirés par sa taille, par la possibilité d'un volume de production, ainsi que par des bénéfices importants qui peuvent en découler. Cette étape constitue une période de turbulence pour le produit qui conduit à une conglomération. Et l'idée, c'est peut-être d'éliminer rapidement les concurrents. Cette phase de croissance permet à l'entreprise de dégager ses premiers bénéfices. Elle se trouve alors devant un choix. Soit elle investit ses bénéfices avec l'espoir d'en récolter les fruits au cours de la phase suivante par l'amélioration de sa position sur le marché, soit elle décide de conserver ses bénéfices et donc elle risque à ce moment-là d'arrêter la fabrication du produit. Les ventes ne continueront pas. Il est toujours délicat, au moment d'une phase de croissance, de choisir l'orientation de sa stratégie. Parce que derrière la phase de croissance apparaît la phase de maturité. Alors la phase de maturité, qu'on appelle aussi phase de saturation, porte bien son nom. Tout produit au cours de son histoire connaît un moment où le rythme de croissance de ses ventes ralentit. Il entre alors dans une phase de maturité ou de saturation car le marché a accepté depuis longtemps le produit. Les ventes sont constituées par les acheteurs actuels, marché de rachat. Elles se maintiennent à un niveau constant, augmentent quelque peu du fait de l'apparition finalement sur le marché de quelques acheteurs qu'on appelle les acheteurs tardifs, avant de commencer à décliner au fur et à mesure que certains consommateurs se dirigent vers d'autres produits ou substituts plus intéressants. C'est dans cette phase de maturité que le produit est le plus rentable. Au fur et à mesure que l'entreprise consacre des moyens financiers pour soutenir le produit, au fur et à mesure que ces moyens financiers sont consacrés pour lutter contre les concurrents, le bénéfice va diminuer, la rentabilité va s'effriter. Et c'est ainsi qu'on va passer à la phase de déclin. Alors, dernière phase de produit, la baisse importante des ventes causée par l'arrivée d'une autre forme de produit, par un simple changement des habitudes des consommateurs, va marquer l'entrée du produit dans sa phase de déclin. Au fur et à mesure que la vente des produits baisse, l'entreprise se retire du marché afin d'investir dans d'autres domaines plus rentables. Évidemment, c'est la dernière étape d'un produit. Rappelons quand même que ces caractéristiques des étapes du cycle de vie sont une idée théorique de l'évolution du cycle de vie, mais que bien sûr cela dépend des différents produits.
Ainsi, on peut essayer de caractériser chaque étape du cycle de vie en fonction d'une part d'un objectif stratégique, d'un profit, des ventes, des acheteurs et des concurrents. On aura la phase de lancement, la phase de croissance, la phase de maturité, phase de déclin. L'objectif stratégique va démarrer par imposer le produit, maximiser la part de marché, maximiser les profits et puis récolter. À chaque étape, les profits seront différents, les ventes seront différentes, les acheteurs seront différents, les concurrents seront différents. À titre d'exemple, en phase de lancement, il n'y a pas de concurrent, quasiment pas. Phase de croissance, le niveau de la concurrence est important. Chacun va essayer de voir quelle stratégie adopter. En phase de maturité, il y aura moins de concurrence puisqu'on est en phase de fin de vie d'un produit, on sature le marché. Et en phase de déclin, il y a très peu de concurrence, soit parce que les concurrents vont abandonner le marché, soit parce qu'il n'y a plus de marché du tout. Mais les cycles de vie évoluent. En fait, on peut avoir un apprentissage long. On voit qu'ici, on a une longue phase de croissance. On peut avoir une phase où il n'y a quasiment pas d'apprentissage, donc pas de phase de croissance. On peut avoir une phase avec des relances successives. On voit qu'à chaque relance, le produit augmente. On peut avoir un produit feu de paille qui se caractérise par une quasi-absence de phase de maturité et une phase de déclin très rapide. On peut avoir un feu de paille avec un marché résiduel, une faible phase de maturité. On peut avoir une introduction manquée qui a fallu relancer le produit. On peut avoir un échec, là, à peine lancé, le produit disparaît. On peut avoir un cycle long, c'est une longue phase de maturité, dans le cas notamment du fil de fer barbelé. On peut avoir un effet de mode, ce qu'on appelle un dos de chameau. Et tout ça peut influencer évidemment l'achat d'un produit. Mais pour comprendre ces différentes phases, il faut comprendre le processus d'adoption d'un produit. Alors, ce processus d'adoption repose sur la théorie de la diffusion des innovations qui a été développée par Everett Rogers. Elle montre que le processus de décision d'un consommateur qui comporte plusieurs étapes, depuis la réception de l'information commerciale ou non jusqu'à la consommation ou l'utilisation d'un produit, peut être plus ou moins long selon les individus. L'âge, le revenu, la personnalité, la capacité intellectuelle, notamment pour les innovations techniques complexes, la hiérarchie des besoins de consommateurs peuvent influencer l'adhésion. Rogers, lui, divise ce processus d'adoption en 5 phases. Première phase, les innovateurs, qu'il considère ça peut aller 2,5-3% grand maximum. Seuls quelques acheteurs sont susceptibles d'acheter un nouveau produit. Ces consommateurs se caractérisent par un processus de décision rapide ou par son déclenchement hâtif. À l'esprit aventureux, ces consommateurs au goût prononcé pour la nouveauté sont cosmopolites, souvent jeunes, et ont un statut social et économique élevé. Ils obtiennent leurs informations de sources non commerciales, comme des revues spécialisées, et forment un certain cercle fermé et influencent surtout les autres innovateurs. Et puis, on va retrouver les acheteurs précoces. Les acheteurs précoces, c'est quand même 13,5% du marché. Au fur et à mesure du développement de l'innovation, d'autres acheteurs vont apparaître. Ils agissent souvent comme des leaders d'opinion, représentent le chaînon central du phénomène de diffusion, car ils sont recherchés par les autres membres de leur groupe social pour les informations qu'ils possèdent. Ils adoptent rapidement le nouveau produit. Et puis nous aurons les acheteurs de la majorité du marché, ce qui correspond à un grand nombre, au total 68%, et on éclatera d'un côté la majorité précoce et la majorité tardive. Les acheteurs membres de la majorité précoce sont influencés par les leaders d'opinion, les acheteurs précoces, et les sources commerciales d'information. Ils aiment adopter le produit. La majorité tardive, elles, sont moins influencées par les acheteurs précoces plutôt que par la majorité précoce. Ils restent sceptiques vis-à-vis de vos produits, attendent que les autres, c'est-à-dire la majorité précoce, les essayent. Enfin, nous aurons une dernière partie qu'on appelle les réfractaires ou les retardataires, qui correspondent plus ou moins à 16%. Il s'agit bien sûr d'une représentation théorique. Quand on regarde de manière précise les pourcentages représentés par ces profils de consommateurs, on s'aperçoit
La majorité des acheteurs, c'est la majorité précoce et tardive qui n'est pas au début de lancement d'un produit, rappelons-le, mais plutôt dans la phase de croissance et de maturité, que les traits de personnalité de chaque profil d'acheteur varient entre d'un côté des innovateurs au goût aventureux et des retardataires qui sont plutôt traditionnalistes et qui n'adoptent le produit que quand celui-ci n'est plus une nouveauté. Pensons par exemple au système des textos ou simplement au téléphone dit intelligent, les smartphones, il y a énormément d'évolution. Alors, nous avons aussi le statut socio-économique qui peut varier, les jeunes, chez les innovateurs, chez les acheteurs précoces, mais le statut social et économique sera élevé. Enfin, dans la majorité précoce, on trouvera plus facilement des adultes. Les retardataires réfractaires seront plus présents avec des revenus limités. Les informations reçues ne sont pas cherchées au même endroit. Une revue spécialisée pour les innovateurs, des acheteurs précoces vont chercher majoritairement l'information chez les vendeurs et les médias. La majorité précoce des sources commerciales, majorité tardive, c'est la majorité précoce du marché. Et les réfractaires et les retardataires chez les autres réfractaires. Le facteur d'influence sera très différent, puisqu'en fin de cycle de vie, on aura surtout la pression sociale et le fait que le produit sature le marché. Chez les premiers, ce sont les influenceurs qui seront déterminants. Bref, les stratégies seront différentes selon le cycle de vie du produit. Vous voulez en savoir plus sur le cycle de vie sur les produits, n'hésitez pas à consulter la documentation. Et excellente journée!